Bonjour à tous. Bon, est-ce que je dois vous présenter Jean-Pierre Bibrink? Astrophysicien, scientifique, mais pas que ça, c'est bon, on est entre amis, donc c'est un grand ami de l'humanité. Bon, vous vous souvenez de ses prestations antérieures, l'année dernière, l'année d'avant, la naissance du système solaire, de l'univers, enfin bref, bon, j'arrête là. Je rappelle quand même que c'est le père de Philae, qui, pour être précis, c'est l'atterrisseur de la sonde Rosetta, hein, c'est ça, voilà. 2004, je me trompe pas? Ouais. Voilà, partie 2004, arrivée 2014. Bon, c'était un chambard mondial quand même, hein, c'était pas rien. C'est lui le père de cette prouesse mondiale. Ouais. Un jour avec Jean-Pierre, on a parlé du climat, comme ça, parce que c'était déjà dans l'air, mais ça date un peu, puis c'était tellement brillant que je me suis dit décidément, il va falloir un jour faire quelque chose autour de cette question. Voilà, donc on a dit, on reproduit des équipes gagnantes, brillantes. Marcel Tria, et je les laisse sur la question climatique, mais vue du ciel. Jean-Pierre, tu nous as expliqué l'an dernier à quel point notre petite planète... Oui, il lui faut un micro, le pauvre. Notre petite planète avait bénéficié de conditions exceptionnelles permettant l'apparition de la vie, puis de l'espèce humaine. Et tu affirmais que la Terre était sans doute la seule dans l'univers à concentrer une telle multitude d'éléments favorables, alors que beaucoup croient qu'il y en a tellement, des milliards de milliards, que dans le tas, il y en a sûrement d'autres. Ben non, d'après lui, non. On est seul. Bon, j'y crois qu'à moitié, mais bon, puisqu'il le dit. Et tu affirmais que la Terre était sans doute la seule dans l'univers. Il y a aujourd'hui un véritable consensus pour accuser la même humanité peu reconnaissante, ça va là, vous entendez bien? Peu reconnaissante de provoquer une catastrophe climatique menaçant l'avenir de notre merveilleuse planète. Penses-tu qu'une telle culpabilisation de l'espèce humaine est justifiée? Bonjour, merci. D'abord un point sur la première partie de ce que tu as dit. La Terre est la seule à avoir les conditions favorables. Il y a quelque chose de biaisé là-dedans, et je crois que ça va nous ramener au climat dans un instant. Dire que c'est des conditions favorables pour que la vie existe, ça veut dire que la vie est un objectif, et il se trouve que la Terre avait les bonnes conditions, et si elle ne les a pas eues, il n'y aurait pas eu la vie, mais qu'ailleurs, il peut y avoir les mêmes conditions. Je pense que c'est une vision un peu biaisée, en fait, de cette question-là, et elle va nous ramener à la question du climat. Autrement dit, j'ai commencé en disant des conneries. Non, c'est pas ça, c'est que, tu le dis comme tout le monde le dit, et comme nous on le dit aussi, ou on le disait, à savoir que toute évolution dans l'espace ne peut pas ne pas conduire à de la chimie qui va devenir du vivant, en supposant qu'on sache définir le vivant, et qu'il se trouve qu'il faut des conditions pour ça et que la Terre les a eues. On a tous pensé ça à un moment donné. Je pense que ce n'est pas ça qui se passe. Je pense que dans l'univers, il y a des évolutions chimiques, l'évolution chimique du carbone, qui prend toutes les formes qu'on peut imaginer. Il y a une très grande diversité de possibles. Et sur Terre, compte tenu de ce qu'on appelle le contingent, de l'environnement, ça a pris une forme particulière qui est ce que ça a donné ici. C'est-à-dire nous sommes le résultat de cette évolution. C'est pas qu'il y avait un dessin, qu'il fallait arriver à ça. La vie n'est pas quelque chose qui est écrit dans un schéma d'évolution comme une étape nécessaire de cette évolution-là. Nous sommes le résultat d'une évolution très particulière. Et effectivement, ce que j'avais dit ici, et ce dont on a débattu les 2 dernières fêtes de l'UMA, c'était cette nouvelle vision qui montre que ce que la Terre est devenue, c'est le résultat de processus très différents qui à chaque fois ont pris des formes très particulières qui ont imposé, si on peut dire, cette évolution-là. S'il y avait eu d'autres conditions, ça aurait donné autre chose. Et dans le système solaire, on voit les autres choses. Mars est différente de la Terre, qui est différente de Vénus, il n'y a pas de hiérarchie. Et maintenant qu'on peut aller voir les autres planètes autour des autres étoiles, on voit qu'il y a effectivement tous les possibles qui existent. Et je crois que c'est important de prendre ça parce que le climat n'est que un des résultats de tout ça. Le climat, ce qui fait le climat sur Terre, c'est l'interaction qu'il peut y avoir entre le Soleil, qui nous envoie du rayonnement,
et ce que la Terre est à un moment donné. Si la Terre était différente, si elle tournait différemment autour de son axe, si elle tournait autour d'un axe différent que celui autour duquel elle tourne, si cet axe bougeait au cours du temps, bref, le climat serait différent. Et donc le climat de la Terre lui-même, avec ce que ça suppose pour les espèces vivantes, le climat de la Terre est aussi un des résultats de cette évolution très particulière que la Terre a eue. Donc, je dirais que jusqu'à aujourd'hui, on comprend que le climat est une propriété intrinsèque de l'évolution. Il y a des climats partout. Il y a un climat sur Mars, il y a un climat sur Vénus, il y a un climat sur la Terre. Ils sont tous différents parce qu'ils résultent d'une évolution elle-même très différente. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la chose suivante de mon point de vue. C'est que l'évolution du climat, c'est quelque chose qui a été donc imposé par le mouvement des planètes dans l'univers, etc. La vie n'y est pour rien. Et ce qu'a montré Darwin, c'est qu'au contraire, le vivant, dans sa capacité d'évolution qui à chaque fois, à partir de 2, fait un troisième qui est différent, va sélectionner ce qui est adapté à l'environnement et en particulier au climat. Et donc, le vivant lui-même, dans toute son évolution, bien au-delà de l'espèce humaine, s'est adapté à ce qui, sur Terre, a été le climat. Ce qui se passe, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la Terre et peut-être de l'univers, une espèce, l'homme, est capable, à l'inverse, non pas de s'adapter, comme elle a toujours fait, à l'évolution astronomique de la Terre, mais elle est capable, pour la première fois, de modifier l'évolution elle-même de quelque chose de très particulier, pas de la Terre, mais de sa biosphère. L'homme, pour la première fois, modifie précisément le climat, alors que d'habitude, ce que nous avait appris Darwin au XIXe siècle et ce qu'on a compris jusqu'à aujourd'hui, c'était l'inverse, on devait s'adapter aux évolutions. Et quand on retrace l'évolution des espèces sur Terre, on voit effectivement cette adaptation progressive. Si on est là et s'il y a une mutation à un moment donné qui des singes, etc., on sait les expliquer maintenant à partir de l'évolution de l'environnement. Pour la première fois, on a l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'une espèce, l'homme, est en train de modifier les conditions de son propre environnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième qui va avec, c'est la constante de temps, c'est le temps sur lequel ça se passe. C'est que toutes les évolutions, sauf les évolutions catastrophiques, comme une météorite qui tombe d'un coup et qui fait que les dinosaures disparaissent, ça c'était en une année. C'est ce qu'on appelle les extinctions d'ailleurs. Mais tout le reste s'est fait sur des longues constantes de temps. Le climat sur Terre, indépendamment de l'homme, varie sur de longues constantes de temps, longues étant des milliers d'années. Simplement parce que l'axe de rotation de la Terre tourne sur lui-même, que la Terre n'est pas sur une orbite strictement circulaire, etc., fait que le climat sur Terre, alors qu'il est relativement stable, en fait, à quelques degrés près, ça ne change pas, il change quand même un petit peu de quelques degrés, plus ou moins 5 degrés, eh bien ces 5 degrés suffisent, sur 20-25 000 ans, à faire ce qu'on appelle des glaciations. Et donc il y a des grandes modifications. Mais comme elles se font sur des milliers d'années, les espèces ont le temps de s'adapter. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que non seulement cette espèce humaine modifie son climat, mais elle le modifie sur des constantes de temps, c'est-à-dire sur des durées qui sont tellement courtes, qui sont maintenant des dizaines d'années et non pas des milliers d'années, que probablement un grand nombre des espèces ne pourra pas s'adapter. Et surtout la première, qui est l'homme lui-même. Et donc c'est ça qui est nouveau. L'écart en température auquel on pense pour ce siècle, quelques degrés, la Terre l'a déjà connu, mais elle le connaît sur des vingtaines, des trentaines de milliers d'années. L'homme est en train de fabriquer à l'échelle de quelques décennies les mêmes écarts de température que le système astronomique de la Terre et du Soleil et des planètes fabrique à l'échelle de quelques dizaines de milliers d'années. Et c'est ça la grande question. Est-ce que, parce que la constante est très courte, le système va pouvoir se réguler? Et ce que disent les scientifiques maintenant, et c'est ça qui est nouveau, c'est que si le choc est trop brutal, et c'est de là que vient le 1,5 ou 2 degrés, on ne pourra pas éviter de ne pas s'adapter à ce changement-là, et on peut aller vers un système qui peut au contraire s'amplifier et qu'on ne pourra plus contrôler. Et il y a un risque énorme de cela, à l'échelle non pas des siècles qui viennent, des millénaires, mais des décennies qui viennent. Et donc la réflexion qui est actuellement menée sur les affaires climatiques, elle est là. L'homme, globalement, et je dirai après que je n'aime pas cette manière de parler de l'homme, d'ailleurs en soi, comme responsable, mais l'espèce humaine, telle qu'elle est aujourd'hui, fabrique un réchauffement, et essentiellement parce qu'elle brûle, pour fabriquer de l'énergie, elle brûle en fabriquant du gaz carbonique, qui est un gaz à effet de serre qui chauffe énormément. Ça, c'est quelque chose de facile à expliquer.
mais avec un taux de fabrication et donc une constante de temps d'évolution tellement rapide que s'il est trop rapide, on ne pourra pas éviter d'avoir un emballement. On a un exemple dans le système solaire d'un tel emballement, c'est la planète Vénus. Vénus aussi a eu un surcoût, on va dire, de gaz à effet de serre qui ont fait que la température a monté. Ça s'est fait tellement vite, et il n'y avait pas de moyen de réguler, qu'aujourd'hui, à la surface de Vénus, il fait 450 degrés à l'ombre, et comme on dit, il n'y a pas d'ombre. Et même les métaux fondent en quelques minutes. Donc il ne faut pas penser que tout système physique revient à l'équilibre. Si on commence à avoir une température qui diverge, alors oui, on peut être dans une situation où on ne pourra jamais l'arrêter. Et ça peut faire des dégâts énormes, non pas à la planète, non pas même au vivant en tant que tel, parce que le vivant, il y aura toujours des espèces qui vont s'adapter, mais à notre propre espèce. Donc le problème de l'urgence climatique, il tient dans ces choses-là. L'homme est responsable, globalement, et la constante de temps sur laquelle les choses se passent est trop rapide pour que si on n'y prend pas garde, on ait un système d'emballement qu'on ne pourra plus freiner. Donc il y a une responsabilité globale. Et depuis pas mal d'années, on a maintenant... La première urgence, elle est née de l'appel de Rio des scientifiques, c'était en 92. C'est pas de la préhistoire, ça paraît ancien, mais c'est pas si vieux que ça. La difficulté que l'on a, c'est que la menace ou l'urgence est née des scientifiques. C'est la première fois dans l'histoire qu'à ce niveau de responsabilité, c'est les scientifiques qui ont dit aux politiques « Attention, il se passe quelque chose, si on n'y fait pas garde, on va dans le mur ». C'est très différent de ce qui se passait par exemple dans les années 40 avec Truman, Oppenheimer et la bombe atomique, où là c'était l'inverse. C'est les politiques qui ont été chercher les scientifiques, c'est les politiques qui exigeaient des scientifiques qu'ils construisent une arme nucléaire, et comme on le sait, ils ont accepté un certain nombre d'entre eux, mais c'est dans l'autre sens que ça s'est passé. Là, le combat, et c'est pour ça que ce combat est tellement difficile, c'est un combat des scientifiques vers les politiques pour leur dire attention, on va dans le mur si on ne change pas les choses. Et depuis pas mal d'années maintenant, les gens sont habitués à ce qu'on leur en ait fait un tableau apocalyptique de tous les risques possibles. Il y a quelque chose de bon là-dedans, c'est que si on veut lutter, il faut savoir contre quoi. Donc c'est bien qu'on ait une idée de ce qui peut se passer. Le problème, c'est que si on s'en tient là, ça ne règle rien. Et donc, je suis content que la Fête de l'Humain ait mis cette année cette question climatique comme son emblème, même si, de mon point de vue, ça aurait pu être fait nettement avant, et pas qu'à la Fête de l'Humain d'ailleurs, mais dans le Parti communiste français globalement. C'est pas faute d'avoir essayé de dire depuis pas mal de temps qu'il y avait des enjeux énormes qui se jouaient derrière. Bref, on est là cette année. La difficulté, c'est que vous avez vu que tout le monde dit maintenant c'est l'homme qui est responsable de ça. Mais si c'est l'homme qui est responsable de ça, il n'y a pas d'autre solution que changer l'homme, tuer l'homme. Je pense que c'est fondamentalement faux. Et c'est vrai qu'on voit fleurir de partout énormément de choses sur profitons de l'instant, de toute manière, il n'y a pas, etc. Non, je pense que, et c'est ça qui est le plus compliqué maintenant à faire passer, mais c'est l'idée majeure, je crois. Ce n'est pas l'homme comme espèce qui est responsable de ça. C'est l'homme dans un mode de production très particulier. Et pour ça, il faut que l'on comprenne d'où vient le dérèglement climatique, qu'est-ce qui est à l'origine de ce dérèglement climatique, presque d'un point de vue technique, mais c'est très simple en fait, c'est pas des spécialistes seulement qui peuvent comprendre. Et à partir de là, on arrive aux conséquences, qui est qu'on peut changer effectivement le mode de production qui conduit nécessairement à nous envoyer dans le mur, mais ça suppose des changements énormes. Et la grande difficulté, bien sûr, c'est que ces changements, il faut les faire maintenant à l'échelle de décennies et pas à l'échelle de siècles, c'est-à-dire à l'échelle qui devient une échelle politique, celle des élections elles-mêmes, de 4 ans, 10 ans. Et c'est ça la question qu'à mon avis, seule la Fête de l'Humanité, éventuellement le Parti communiste français et d'autres organismes du même type peuvent dire, et seuls peuvent dire, que ce n'est pas l'homme en tant que tel, c'est l'homme dans un mode de production particulier. Et la raison est simple, c'est que ce qui fait le changement climatique, c'est l'élévation de température. L'élévation de température, elle est liée, on pourrait passer d'ailleurs plus de temps là-dessus, mais on ne va pas le faire, à la concentration de gaz carbonique dans notre atmosphère. Je vais juste vous dire un mot, si tu me le permets, sur le gaz carbonique. Quand la planète Terre est née, si on peut dire, s'est formée, il y a 4,5 milliards d'années, comme tous les objets du système solaire, l'atmosphère était dominée par du gaz carbonique. Il y avait des dizaines, peut-être des centaines de bars d'atmosphère de gaz carbonique. Sur Vénus, c'est resté. C'est ça qui est à l'origine de ce que je vous disais sur Vénus.
Sur la Terre, pour des conditions qu'on peut expliquer maintenant, qui sont très particulières à la Terre, des océans se sont formés très tôt, ont été stables jusqu'à aujourd'hui. Les océans dans lesquels vous baignez l'été sont là depuis 4,4 milliards d'années, pour des conditions très particulières à la Terre. C'est le seul objet dans le système solaire, et peut-être dans l'univers, qui est comme ça. Et quand vous mettez du gaz carbonique en relation avec de l'eau, eh bien tout le monde le sait, le gaz carbonique peut se dissoudre dans l'eau. C'est pour ça qu'on a de l'eau gazeuse. Hein. Si vous achetez de la Badoa et de la San Pellegrino, c'est ça que ça veut dire. Mais une fois que le gaz carbonique est dissous dans l'eau, la structure de la molécule d'eau fait que cette molécule de gaz carbonique, CO2, s'ionise, se transforme, et dès qu'elle se récupère, ce qu'on appelle un cation, du calcium surtout, elle précipite sous forme d'un sel qu'on appelle les carbonates, le calcaire. Dès que vous voyez du calcaire sur Terre, au Beau-de-Provence ou à Mourmelon en Champagne, où que ce soit, c'est qu'il y avait de l'eau à cet endroit-là. Le carbone précipité dans les océans donne du calcaire, le carbone sous forme de CO2, et à l'inverse, tout le calcaire que vous voyez provient de là. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que cette transformation de gaz carbonique en calcaire est d'une efficacité ahurissante. 99,9999% du gaz carbonique s'est transformé en calcaire sur Terre. C'est le seul cas comme ça. La concentration de gaz carbonique qu'on a actuellement, c'est 1/1000e du gaz carbonique initial. Il y en a extrêmement peu. Et il est recyclé parce que le calcaire est essentiellement dans les continents, qui ne rentre pas dans le manteau, et grâce à la tectonique de plaques très particulière, une partie ressort dans l'atmosphère. Ça fait très très peu, c'est beaucoup beaucoup moins que 1% de notre atmosphère, c'est moins que 1% de 1%. C'est très peu. Eh bien, c'est très très peu là, il est suffisant pour avoir augmenté la température moyenne à la surface de la Terre de 33 degrés. S'il n'y avait pas ce millionième là, la température moyenne serait de moins 18 degrés, les océans seraient gelés et on ne serait pas là pour en parler. Si vous multipliez par 2 la concentration, vous voyez que immédiatement vous changez des choses importantes. Eh bien, c'est ça qui est incroyable, c'est que le gaz carbonique, il y en a très peu, mais il est très utile. Mais l'homme, par son activité maintenant, en fabrique, et il en fabrique pour une raison simple, c'est que plus de 80% de l'énergie utilisée par l'activité humaine, l'industrie, l'électricité, etc., au sens large, les transports, est faite en brûlant des choses, du charbon, du pétrole, du bois, etc. Et quand vous brûlez quelque chose, vous fabriquez du gaz carbonique. Eh bien, à cause de cela, la concentration de gaz carbonique que l'homme maintenant fabrique est du même ordre de grandeur de ce que la nature a fabriqué. À tel point qu'on est sur le point de la doubler, et que parce qu'il faut continuer, et c'est ça qui est ahurissant, à produire de l'énergie, parce qu'on a besoin d'énergie pour lutter contre le sous-développement, on va augmenter la concentration de gaz carbonique d'une manière telle que, éventuellement, on va aller dans cette phase de divergence, de boule de neige, qui nous met dans le mur. Et donc, vous voyez pourquoi la production énergétique est la clé de ce qui se passe actuellement. Or, qui fabrique de l'énergie? Total, SE et BP, ils font pas ça pour le bonheur de l'humanité, ils font ça pour vendre. Et c'est ça la grande difficulté qu'on a. Et c'est pour ça que je vous parlais de mode de production. C'est que ceux qui actuellement sont responsables de la production énergétique, ce n'est pas les gens qui en ont besoin, ce n'est pas vous qui mettez votre prise dans la prise de courant. C'est qu'il y a des gens qui fabriquent cela. Et les gens qui fabriquent, ils ne fabriquent pas pour notre bonheur, ils fabriquent pour leur bonheur. Et donc la seule possibilité, c'est d'arriver à maîtriser la consommation énergétique vers quelque chose qui va à la fois permettre un développement et en même temps ne pas augmenter la concentration de gaz carbonique d'une manière qui est folle. D'où ce mot d'ordre qui me paraît juste, que le Parti communiste entre autres a sorti il y a quelque temps, qui est la décarbonation. Il faut avoir des moyens de fabriquer de l'énergie sans utiliser les ressources de carbone fossiles. Qu'est-ce qu'il y a comme autre moyen? Il y en a 3. Il y a du solaire, parce que le soleil, c'est l'énergie solaire qui arrive, qui peut être utilisée pour chauffer. Quand vous êtes au soleil, vous savez bien que vous chauffez. Ça, c'est une. Il y a tout ce qui est la gravité, la chute d'eau essentiellement. Donc l'hydraulique, c'est une des méthodes de le faire. Et la troisième, c'est le nucléaire. Le nucléaire, c'est le moyen de transformer de l'énergie qui est stockée dans le noyau et qui peut se transformer avec une efficacité qui est plus d'1 million de fois supérieure à masse égale de ce que la combustion fait. Le grand problème de la combustion, c'est que c'est incroyablement inefficace. Tous les gens ici qui ont passé leur bac ont dû apprendre le principe de Lavoisier qui dit que quand vous faites une réaction de chimie, des deux côtés, il y a la même chose. C plus O2 donne CO2 et autant de carbone d'un côté que de l'autre. Bien sûr,
Si c'était vrai, ça ne marcherait pas. Parce que C plus O2 donne CO2 pour les physiciens de la salle, mais tout le monde. Si c'était C plus O2 donne CO2 avec exactement le même bilan des deux côtés, il n'y aurait pas d'énergie. Or, ça libère un peu d'énergie, puisque ça, quand vous brûlez, vous chauffez. Pourquoi Lavoisier a pu dire que rien ne se perd, rien ne s'égare? C'est parce que la quantité, la masse de carbone, des oxygènes d'un côté, est égale à celle de CO2 à un 10 milliardième près. L'énergie qu'on sort de ça, c'est un 10 milliardième de ce... Si vous mettez une bûche dans votre cheminée, vous pesez votre bûche avant, vous pesez les cendres après, vous trouvez le même chiffre à un 10 milliardième de près. Donc vous n'êtes pas capable de mesurer la différence, vous n'avez pas de balance à ça. Et pourtant, c'est ce 10 milliardième-là qui est l'énergie dont l'homme se nourrit. Et donc, ça veut dire que tant qu'on n'utilise que la combustion pour fabriquer de l'énergie, on est incroyablement inefficace, ce qui veut dire qu'il faut brûler énormément de choses, et c'est pour ça qu'il y a l'horizon des ressources qui apparaît. Il n'y aura plus de pétrole bientôt, il y aura du charbon un peu plus longtemps, mais pas à vie. Mais en plus, si vous faites bien toute votre combustion, bah, tout le carbone se transforme en gaz carbonique avec ce que je viens de dire sur le changement climatique. Donc c'est ça qui est le vrai problème. Il faut être capable d'une part de comprendre que pour lutter contre leur sous-développement, les gens ont besoin de se développer par de l'énergie. On estime actuellement que même si la population arrive à se stabiliser plus ou moins aux alentours de 10 milliards d'individus en 2050, il faut au moins multiplier par 2 et peut-être par 3 la production énergétique pour que tout le monde ait un accès à l'énergie égal au moins à la moitié de ce que nous ici nous avons. C'est pas glorieux hein, comme objectif. Nous on pourrait pas. On pourrait pas actuellement avec notre mode de vie vivre avec un niveau d'approvisionnement énergétique 2 fois inférieur. Et c'est pourtant ça l'ordre de grandeur. Parce qu'actuellement le dénuement des populations sur cette planète est tel qu'il leur faut de l'énergie. Souvenez-vous qu'il y a actuellement la moitié de la population du globe, 4 milliards, qui n'a pas accès à de l'électricité. Pas possibilité de faire tourner un frigo pour mettre un médicament au frais. Vous n'allez pas dire, comme disent certains de nos copains ici, ils n'ont qu'à. Non. On est obligé de les aider, parce qu'on a des techniques qu'eux n'ont pas, à fabriquer de l'énergie. Mais si on le fait en brûlant des choses, du charbon, du bois, du pétrole, etc., on n'y arrivera pas non plus. Donc c'est ça le paradoxe. Il faut qu'on arrive à fabriquer de l'énergie pour tout le monde sur cette planète, avec ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire en ayant une vision intelligente des bons moyens de fabriquer de l'énergie, mais en refusant ce cataclysme qui consiste à dire, bah, tant pis, 10 milliards d'individus c'est trop, il faut les réduire, ou alors que les gens ne se développent pas. Or, dans l'une et l'autre des solutions, obtenir qu'à terme il y ait moins d'habitants que maintenant, ou au contraire maintenir notre niveau de vie au prix de ne pas faire augmenter le niveau de vie des autres, c'est quelque chose auquel beaucoup de gens pensent, et c'est là-dessus qu'il faut, bien sûr, contre ça qu'il faut lutter. Donc la seule solution, c'est le nucléaire. Alors, la question du nucléaire, bien sûr, est au centre, et je pense qu'il n'y a pas assez de gens, et même dans nos belles organisations, qui réfléchissent vraiment à cette question d'une manière efficace, je pense, parce qu'elle est trop émotive et émotionnelle. Le nucléaire, c'est né depuis plus de, on va dire bientôt un siècle, de l'idée que si des noyaux existent, les noyaux qui nous constituent, c'est qu'il y a une énergie très forte qui relie les particules là-dedans, et que si on sait récupérer cette énergie, alors la quantité d'énergie qu'on réunit est tellement forte par rapport à ce que l'on obtient en brûlant. Je vous ai dit qu'en brûlant c'est un 10 milliardième de la masse, là c'est du pourcent ou du pour mille. On gagne un facteur à masse égale, on gagne un facteur 1000 avec le nucléaire, 10 000 dans certains cas. Le problème du nucléaire, c'est qu'il y a plusieurs manières de fabriquer de l'énergie, on ne va pas en parler ici, j'ai vu qu'il y a des stands d'ailleurs où on en parle, d'ailleurs je vous conseille d'aller écouter parce que c'est super important. Il y a 2 méthodes fondamentales qu'on appelle la fission et la fusion. La fusion nucléaire, c'est ce qui se passe dans le cœur d'une étoile. Le Soleil, qui nous irradie aujourd'hui, il fabrique au centre, toute l'énergie qu'on reçoit du Soleil vient de là, c'est de la fusion nucléaire. En fait, le solaire, c'est produit par de la fusion nucléaire. C'est des noyaux d'hydrogène qui se transforment en hélium. Cette transformation-là, qui suppose de très hautes températures, elle n'a pas d'inconvénient, je dirais. Elle est parfaite. Parce qu'elle fabrique énormément d'énergie. Il n'y a pas d'éléments radioactifs qui sont fabriqués, qui peuvent être contaminants après, etc. Le problème, c'est que pour démarrer cette réaction, pour des raisons simples à comprendre, il faut monter à des millions de degrés, 2 millions de degrés.
Et si vous voulez faire un gaz à 2 millions de degrés, on sait le faire, mais on ne sait pas contrôler la réaction. Et comme on ne la contrôle pas, ça s'appelle une bombe, et ça s'appelle la bombe à hydrogène. Donc, faire de la fusion, on en fait, mais on ne la fait pas d'une manière contrôlée. Et quand les premiers, essentiellement Joliot-Curie d'ailleurs, ont envisagé ça dans les années 50, on pensait que les problèmes physiques étant réglés quelque part, c'était essentiellement des problèmes technologiques pour fabriquer un gaz à 2 millions de degrés qui permette de résister dans un réacteur. Et on pensait qu'en 10-20 ans, on y arriverait. L'expérience a montré que c'est plus compliqué que ça, que c'est des problèmes technologiques et qu'actuellement, on a mis sur pied un programme international très large, pratiquement tous les pays participent, qui s'appelle ITER, mais dont on sait qu'il faudra 30, 40, 50 ans pour arriver à une démonstration de la capacité du système de devenir un prototype industriel. Et c'est ça qui nous fait dire que dans 50 ans et plus, je suis convaincu qu'il y aura des méthodes d'accès à l'énergie qui régleront le problème. Parce que la fusion nucléaire, en utilisant en particulier l'hydrogène, donc l'eau de nos océans, ou le deutérium de nos océans, il y en a suffisamment pour que, à l'échelle de millions, voire de milliards d'années, il n'y a pas de problème énergétique pour l'espèce humaine et pour aucune espèce vivante sur Terre. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne peut pas la maîtriser. Et donc la question, c'est... Comment on va faire pendant les 50 ans? Comment on fait d'ici là? Et il y a un réflexe que beaucoup de gens, et en particulier l'écologie politique française, dit, on commence par arrêter le nucléaire et on regarde ce qu'on fait avec le reste. Je suis profondément contre cette idée-là, parce que si on fait ça et qu'on prend... Vous savez, la production énergétique est simple en physique. Il y a 4 interactions fondamentales et c'est simple de savoir comment, à partir de la force, on fabrique de l'énergie. Et donc on peut faire des calculs. On sait combien l'espèce humaine demande d'énergie. On sait exactement la puissance qu'il faudrait fabriquer. D'ailleurs, il y a quelques ordres de grandeur qui sont assez fous, je vais vous en donner un. Vous savez que ce dont l'homme, au sens large du terme, nos 8 à 10 milliards d'individus, utilise pour vivre actuellement, à un facteur moins que 2 près, c'est strictement égal à la totalité de l'énergie fabriquée par la Terre, à l'intérieur de la Terre, pour sa propre activité. L'activité terrestre, c'est la tectonique, le volcanisme, les tremblements de terre, etc. Tout ça, ça suppose une consommation énergétique égale à ce dont l'homme a besoin. C'est pour vous dire que l'homme, il a besoin de beaucoup d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas la fabriquer, mais ça veut dire que quand on prend des fausses mesures, eh ben, on va dans le mur. Et il y a une fausse mesure, je te dirai après pour le nucléaire, mais il y a une fausse mesure qui est rageante, qui est l'idée du solaire. Le soleil fabrique de l'énergie et l'avantage et l'inconvénient du soleil, c'est qu'on sait exactement combien il en fabrique. 4 puissance 26 watts, mais ce n'est pas le chiffre qui est important. Mais il se trouve que la production énergétique du soleil, ramenée à ce dont l'homme a besoin, avec le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, est nettement supérieure. C'est des milliers de fois supérieur. Donc on s'est dit, où est le problème? Il suffit de récupérer du solaire. Et vous avez tous entendu qu'avec le solaire, on pourrait faire tourner, etc. Le problème, c'est que ce n'est pas exactement aussi simple. C'est que d'abord, il y a ce que la Terre reçoit, puis la Terre la redistribue sur une sphère, parce que la Terre est ronde, donc on perd déjà un facteur 4. Puis ensuite, jour-nuit. Puis ensuite, il y a des nuages. La Terre est recouverte à peu près de moitié de nuages. Et donc, de proche en proche, on se récupère des facteurs 10, comme ça. Surtout qu'en général, on a besoin d'énergie quand il n'y a pas de solaire. C'est-à-dire qu'il faut le stocker pour s'en servir le soir. Et à nouveau, on repère en efficacité. Et quand vous mettez tous ces facteurs de conversion, vous arrivez à l'idée que pour que le solaire satisfasse nos besoins, il faudrait recouvrir de 2 à 5% la surface de nos continents. Typiquement, sur la France, il faut supprimer 2 départements. On a tous idée des 2 départements qu'on voudrait voir supprimés, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Les gens qui disent qu'il suffit de recouvrir les autoroutes, il faudrait construire beaucoup d'autoroutes. Ça ne marche pas. Et c'est ça qui est rageant avec le solaire, parce que c'est génial le solaire. Mais le solaire, d'après moi, on n'aura jamais à faire plus que 15, 20, 25% de ce dont l'humanité globalement aura besoin. Il manque un facteur entre 5 et 10, on va dire. C'est rageant, parce qu'un facteur 5 à 10 près, ça fonctionnait. Tant qu'il n'y avait que 2 milliards d'individus sur Terre, on aurait pu dire, on aurait pu passer au solaire au 19e siècle. C'est pas comme ça. Et donc, si on ne fait que 15 à 20%, qu'est-ce qui reste? Il y a la chute d'eau et l'hydraulique. C'est stupide de se battre contre les gens qui veulent faire des barrages et qui... C'est sûr que vous faites un barrage et que vous inondez le coin, c'est moins beau après qu'avant en général, c'est vrai. Ça fait partie des difficultés. Avoir de l'énergie, faire vivre une population de 10 milliards d'individus, il y a du plus et du moins, il faut équilibrer le plus et le moins, il faut le faire proprement. Mais il faut le faire.
Dans nos pays, on a déjà fait ça pour l'essentiel. On n'a plus beaucoup de cours d'eau qu'on peut utiliser pour gagner beaucoup d'énergie. Donc qu'est-ce qui reste? Je dis le solaire. Une partie du solaire est reconvertie en vent. Le vent, l'éolien, c'est du solaire quelque part mécanique. La transformation de solaire en vent, on connaît bien son efficacité. Et quand vous regardez ça, vous vous dites, la consommation de l'homme, c'est l'ensemble du vent sur Terre. Alors si je dis ça, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas d'éolien. C'est bien de faire du éolien. Mais vous voyez bien qu'on n'arrivera jamais par l'éolien à remplir tous les besoins. C'est même pire que ça, parce qu'on le voit bien avec nos éoliennes. Tout le monde a vu des éoliennes dans nos champs. Il y en a qui tournent, d'autres qui ne tournent pas. Dès qu'il y a trop de vent ou pas assez, ça ne tourne pas. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas tout baser sur l'éolien. Si vous avez de l'éolien, vous êtes obligé d'avoir un système de backup, un système au cas où. Et s'il y a un système au cas où, pourquoi il ne deviendrait pas primaire? Donc on a cette difficulté avec l'éolien. Il y a l'éolien offshore, pareil. Mais il y a un vrai besoin de quantité. Et donc on arrive à peu près progressivement aux questions du nucléaire. Et ça, c'est une vraie question, parce que le nucléaire, tel qu'on l'utilise, non seulement en France, mais partout, c'est le nucléaire que Joliot-Curie, il y a 70 ans, avait proposé. Je dis Joliot-Curie, c'est une manière de parler. C'était une idée de faire de la fission nucléaire, fission de l'uranium essentiellement, et ça a été démontré comme faisable dans les années 50, et on a fabriqué nos centrales sur cette base-là. Ce qui est stupide, c'est que quand Joliot a fait ça, bien sûr, il n'est pas là pour répondre, mais il ne pensait pas qu'un jour on ferait 70% de notre électricité avec ça. Parce qu'il y a d'autres méthodes d'utiliser de la fission nucléaire, plus efficaces, moins risquées, plus rentables quelque part, et surtout rentables du point de vue du combustible lui-même. Prendre que l'isotope de l'uranium qui est très inférieur au pourcent en abondance, et donc on a 99% de déchets d'uranium, c'est pas brillant. On sait utiliser le reste. Mais il se trouve que, alors qu'il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont travaillé sur des prototypes, qui ont montré que c'était faisable, y compris des prix Nobel, eh bien, à cause de l'omerta qu'il y a actuellement sur le nucléaire, surtout chez nous, mais pas que chez nous, en Europe c'est pas mal répandu, même les laboratoires, vous avez peut-être vu dans la presse il y a quelques semaines, qu'il y a un laboratoire mixte d'Orsay et de Saclay qui travaillait sur ce qu'on appelle les 4e générations, qui est bien plus efficace que le PR. On vient de lui couper toutes ses ressources financières. C'est ahurissant. Ça me rappelle, vous vous souvenez peut-être pour les moins jeunes de la salle, que du temps de Jospin, il y avait une ministre qui s'appelait Voynet, et qui avait exigé qu'on ferme le surrégénérateur qui s'appelait Superphénix. Il y a eu une bataille comme ça. Voynet a gagné, Jospin a fermé ce surrégénérateur. C'est une aberration scientifique, technique, politique énorme. C'était le moyen de brûler tous les déchets à haute contamination. C'était le moyen de prendre une avance considérable pour fabriquer des systèmes qui pourraient utiliser le plutonium et pas l'uranium, ou l'uranium 238, etc. Bon, Voynet a gagné, elle a même eu la mairie de Montreuil après, donc elle a gagné. Mais nous, on a perdu beaucoup. Nous, globalement, l'humanité quelque part, parce qu'on était en tête, pas seulement en France, mais à l'échelle mondiale. Si je recolle avec les enjeux climatiques, où est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire du développement? En grande partie dans les pays asiatiques. On parlera de l'Afrique si on veut après. La Chine au premier plan, 1,5 milliard d'individus, puis l'Inde et l'Indonésie. Eux ont du charbon. La Chine, tout le monde le sait, fabrique son énergie avec du charbon, et elle a de quoi, avec son charbon, se développer, elle le fait déjà maintenant, à un niveau remarquable. La Chine dit haut et fort, c'est pas un secret politique, nous, pour se développer, il nous faut de l'énergie, on a de quoi le faire avec notre charbon, mais actuellement, disent-ils, il y a un train sur 2 en Chine qui sert à véhiculer du charbon de l'endroit où il est produit au nord-ouest à l'endroit où il est transformé, le long de la côte est. Aidez-nous à ne plus utiliser le charbon, c'est stupide. Or vous, nous disent-ils, le nucléaire, il y a 70 ans chez vous, vous avez fait plein de bêtises, mais vous avez réglé. Si on démarre maintenant, on fera des bêtises. Aidez-nous à ne pas les faire. Et donc, ils ont lancé un appel pour dire, faisons du nucléaire ensemble. Mais ça veut dire quoi du nucléaire ensemble? Si on a besoin de 10 000 centrales, on ne va pas vous acheter 10 000 centrales à 2 milliards de pièces. On veut bien vous en acheter 10, 100, mais apprenez-nous, travaillons ensemble pour la suite. Immédiatement, bien sûr, Areva est rentré en disant pas de coopération, la Chine, tralala. Bon. Évidemment, le lendemain, Siemens est venu, puisque Siemens ne peut plus en vendre en Allemagne. Et donc maintenant, les Chinois utilisent des licences Siemens et Westinghouse, qui sont nettement moins bonnes que les nôtres d'ailleurs, mais avec cette idée que personne ne veut travailler avec eux pour régler le problème de cette planète. En d'autres termes, ceux qui sont conscients des enjeux climatiques à haute, ce n'est pas les Français, c'est les gens qui ont besoin de se développer,
qui ont besoin pour se développer d'énergie, qui savent que s'ils ne font pas attention, eh bien, on va tous dans le mur, eux et nous. Ils font un appel, mais ça suppose, évidemment, pour régler ça, de faire en sorte que ceux qui sont en charge de la fabrication de l'énergie, en charge du contrôle du transport d'énergie, il n'y a pas un conflit actuellement qui n'est pas lié à l'endroit où c'est, Moyen-Orient, ou les États asiatiques, ou les endroits où les gazoducs ou léoducs se baladent. L'enjeu est énorme, ça a toujours été comme ça, mais cet enjeu devient majoritaire. Tous les conflits sont liés à ça. Ça suppose donc, cet enjeu climatique, de basculer dans tout à fait autre chose, qui est des rapports entre les nations différentes, des rapports où la coopération l'emporte sur la recherche du profit. Bref, il faut dérouler tout un pan de choses, avec cette idée qu'il y a urgence de le faire. Et l'optimisme vient non pas du fait que chez nous on ne voit pas l'horizon, ça vient du fait que de l'autre côté, ils voient l'horizon. Et que du côté des 90% des gens qui ne sont pas dans les 10% de nantis que nous sommes, qui ont besoin de se développer avec de nouvelles formes d'énergie, ils sont ouverts à la coopération. Quand vous regardez, si vous lisez un peu ce qui se passe, même dans les journaux là-bas, les questions qui se posent n'ont rien à voir avec les questions qui se posent ici. Et ça rend optimiste. Il y a un problème, c'est que l'EDF, le CEA, EDF, maintient une espèce d'omerta sur ces problèmes du nucléaire, comme si le peuple n'était pas assez comment dire, compétent pour avoir son mot à dire. Et ça, c'est insupportable. Oui, je ne suis pas sûr que la responsabilité soit uniquement au CEA et aux gens qui font du nucléaire. Mais aussi, je veux dire, je ne veux pas les dédouaner, certainement pas EDF, mais un des problèmes que l'on a en France, c'est que la même instance, qui était le CEA, fait le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Le nucléaire civil, c'est celui dont on vient de parler, mais le nucléaire militaire, dont on n'a pas du tout parlé, dont personne ne parle, est quelque part autrement plus problématique. Il est plus problématique parce que le nucléaire civil a des difficultés, bien sûr. Enfin, il y a des enjeux, il faut les affronter, le problème du stockage, etc. Mais qui, à mon avis, sont tous solvables et relativement aisément solvables. Et il y a des agences pour ça qui sont là pour contrôler. La EIA, comme vous savez, contrôle pas seulement en Iran, mais elle contrôle partout. Mais le nucléaire militaire, personne ne contrôle. Et non seulement personne ne contrôle, mais les gouvernements précédents, c'est né, je crois, deuxième mandat Mitterrand avec l'ERNU. Ils ont obtenu que nos propres députés, c'est dommage qu'il n'y ait pas de députés ici, votent le budget, qu'on appelle le budget d'équipement militaire, c'est pas le budget de programmation militaire, qui est un budget pluriannuel sur 5 ans, sans savoir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que la dissuasion aujourd'hui, c'est que même ceux qui votent le budget ne savent pas ce qu'on fabrique avec. Demandez à qui que ce soit, qui a voté pourtant, est-ce que la France fabrique des armes nucléaires, des armes dites tactiques de terrain? Il vous dira, je ne sais pas. Est-ce qu'on fabrique de l'arme bactériologique? On n'en sait rien. Le problème, c'est que ceux qui connaissent un peu savent que la réponse est oui, on fabrique, on continue, que la France refuse de participer aux accords bilatéraux de désarmement. Vous avez vu que maintenant, ils ont un allié qui est bien sûr Trump, que c'est une catastrophe. Et donc, le problème que l'on a en France, c'est que comme la même instance, le CEA, a sa partie civile à sa clé et la partie militaire, la DAM, à Briare-le-Châtel, qui est sur la même haute autorité, beaucoup de gens mettent tout dans le même sac. Et donc, il y a ceux qui sont pour tout ou contre tout. Mais il n'y a pas de gens, et pourtant c'est là qu'il faudrait aller, qui peuvent comprendre ou qui devraient comprendre que le nucléaire comme moyen d'avoir accès à de l'énergie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un des grands progrès de la physique du XXe siècle de montrer qu'il y a une ressource énergétique merveilleuse là-dedans, mais que, comme tout progrès scientifique, il peut être dévoyé, et c'est vrai que l'arme nucléaire, c'est un dévoiement de cette utilisation, mais comme toutes les armes, et comme énormément d'autres choses, c'est pas parce qu'il y a un dévoiement qu'il faut jeter le bébé et l'eau du bain, il faut séparer les variables et regarder effectivement en parallèle comment faire en sorte de sécuriser le nucléaire civil et d'interdire au plus vite, avec un contrôle réel, toutes les armes nucléaires. Et je le dis, je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait un consensus là-dessus, ni dans la salle, ni sur la fête, ni dans d'autres organismes, mais je pense qu'il est temps de regarder cette question-là, et quand je dis qu'il est temps, ça fait longtemps qu'il est temps, de regarder cette question de l'arme nucléaire. Les communistes en France aussi, à cause d'une histoire qui était liée à la guerre froide, qui était liée à l'URSS, etc., ont toujours pensé que la dissuasion était une bonne chose et que l'arme nucléaire, ça nous protège contre une guerre. D'une part, ça protège contre rien,
Pour se protéger contre une guerre, c'est pas par des mesures techniques qu'on le fera, c'est par un combat politique et arme par arme. Ça, c'est mon avis. Mais surtout, la manière dont les armes actuellement se font, se distribuent, c'est horrible. Et donc, ce n'est pas la seule arme de destruction massive. Il y a d'autres armes de destruction massive que l'arme nucléaire. Mais l'arme nucléaire est une des plus sournoises. Eh bien, quand De Gaulle avait fait ça dans les années 60, tout le monde savait qu'on avait une arme nucléaire, qui avait 18 missiles, qui étaient au plateau d'Albion. Si vous achetiez la carte IGN du sud-est de la France, vous aviez 18 macarons qu'il ne fallait pas regarder. Donc, on ne devait pas savoir que sous les macarons, il y avait un véhicule. Et c'était tout ça sous le plateau d'Albion de René Char, où Ernest a fait des choses à la même époque. Et puis, en 89, tout d'un coup, le concept même de dissuasion a changé sans que les gens s'en aperçoivent. C'est Ernu, je crois, qui a fait ça, il faudrait vérifier, qui a dit non, maintenant la dissuasion, c'est pas qu'on va faire l'arme nucléaire et on ne va pas vous dire si on s'en sert, c'est qu'on ne vous dit même pas si on fait l'arme nucléaire. Et ça a été accepté jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Parlement, le budget vote ça. Et les gens ne savent pas ce qu'ils votent. Et actuellement, sachez que ce budget-là est le plus grand budget d'équipement français. Si vous réduisez de 10% ce budget-là, vous augmentez de 10% tous les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas rien. Eh bien, ce budget-là d'équipement, qui était de 100 milliards de francs, 15 milliards d'euros par an sur 5 ans, inclut la fabrication d'armes nucléaires. Donc, pour revenir à la question, pourquoi est-ce qu'il y a une omerta? C'est à cause, je pense, de ce mariage consanguin très mauvais, où on met sous l'aspect nucléaire, à la fois Hiroshima et Nagasaki d'un côté, et le nucléaire civil. Il faut qu'on casse cela, fortement. Et je pense qu'on peut le faire, et qu'il n'y a pas énormément de partis politiques en France qui pourraient le faire, mais que je pense que les gens de la Fête de l'Humanité devraient s'en emparer. Enfin, le nucléaire civil... Le nucléaire civil, c'est aussi Tchernobyl, Fukushima. Absolument. Et la combustion au carbone, c'est 4000 morts du grisou tous les ans, etc. C'est vrai. Fabriquer de l'énergie a des risques. C'est très difficile de comparer les risques. On peut expliquer assez simplement pourquoi Fukushima a été Fukushima, malgré... Ce qui est terrible, c'est que les Japonais auraient pu, à l'époque, éviter Fukushima, c'est-à-dire ne pas fabriquer leurs centrales, ne pas mettre leurs centrales là où elles sont. C'est pour une raison... Bon, on n'a pas le temps de discuter de tout ici, mais Fukushima était victime d'un tsunami de 37 mètres de haut au niveau des trucs. Le tsunami d'avant, c'était dans les années 900, c'était un tsunami de 25 mètres d'altitude. Fukushima, ça a été fait en 1970. C'était 1 an ou 2 ans après que la théorie de la tectonique des plaques, née en France, par Xavier Le Pichon et d'autres, qui sont toujours là, commence à émerger. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contre l'idée de la tectonique des plaques, où tout le monde est convaincu que c'est ça, parce que maintenant c'est passé un peu dans le patrimoine, même mondial, pas qu'en France. C'était une idée très neuve à la fin des années 60, début des années 70, et les Japonais ne l'ont pas suivi. Et je me sais, parce que j'en ai parlé avec les gens ont été là-bas pour leur dire, vous savez, ce que c'est que la tectonique, etc. Et donc, quand on comprend la tectonique des plaques, c'est très simple de comprendre ce que c'est qu'un tsunami et pourquoi les tsunamis, ils peuvent arriver à tout moment. Et que s'il y en a un qui n'a pas été là depuis 1000 ans, le suivant, il va faire 20 mètres d'altitude. C'est très simple à comprendre. Les Japonais n'y croyaient pas. Ils auraient cru à ça, ils auraient reculé leur centrale très peu, en fait. Moi, j'étais dans ce coin-là il n'y a pas longtemps, parce que je travaille juste au nord à Sendai. En fait, il suffisait de reculer une centaine de mètres et ils étaient à une altitude de 10 mètres d'altitude et il n'y aurait eu aucun problème pour la centrale. Ils ne le croyaient pas, ils se sont dit mais c'est plus facile, on refroidit avec l'eau de mer, etc. Bon. Ça c'est pour Fukushima, ça ne veut pas dire qu'il faut... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moyens de se prémunir contre un certain nombre de choses. Il y a des centrales plus ou moins bonnes, il y a des processus de fabriquer de l'énergie par fission nucléaire plus ou moins bons. Celui de Tchernobyl n'était pas le bon, on le sait. On n'a jamais proposé de les aider à en changer. On leur a dit il faut fermer, mais ce n'est pas une solution, fermer si vous ne leur proposez pas autre chose. Or, on avait de quoi et on a de quoi proposer. Donc, je ne dis pas que le nucléaire ne pose pas de problème. Tout système énergétique pose problème, et pas seulement les éoliennes au Larzac, comme on le sait. Non, non, partout. Et il ne faut pas penser que l'exploitation du charbon ne cause aucun mort. Ça cause des morts au niveau d'exploitation, mais le pétrole en particulier, il cause des morts avec tous les conflits qu'on a maintenant. Et les conflits, c'est pas du Tchernobyl, c'est du Tchernobyl à la puissance. Donc, faisons attention, il n'y a pas les énergies propres et les énergies sales. À partir du moment où l'humanité veut se développer, ça a des contrepoids.
on fabrique des villes contre les campagnes, on fabrique ceci, etc., des lignes de tension. Il faut regarder le plus et le moins, faire l'équilibre et essayer de lutter contre ce contre quoi on peut lutter. Pour le nucléaire, il n'y a pas énormément de choses. Il y a la sécurité des centrales, c'est une chose, et puis après il y a le problème du stockage ou du recyclage des déchets. Les déchets radioactifs à très haute contamination, en France, si de 70 sont passés à 100% de nucléaire pour l'électricité. Pendant un siècle, ils sont stockables dans l'équivalent de moins de 10 piscines olympiques. Moi, je prétends qu'on a des moyens en France de sécuriser ce type de volume. Et si c'est ça le seul problème pour sortir le problème énergétique de la boue dans lequel il est, il faut le faire. Mais il y a d'autres solutions pour le nucléaire, pour recycler les déchets. Il y en a une que certains ont déjà dit, moi je trouve que... Vous savez que si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a de la tectonique, et s'il y a de la tectonique, c'est parce qu'il y a de la radioactivité dans l'intérieur de la Terre. S'il n'y avait pas de radioactivité dite naturelle, on ne serait pas là pour en parler. Il faut de l'énergie, et l'énergie de la Terre, elle est essentiellement d'ordre radioactif. Donc notre manteau, mais nous-mêmes, nous sommes radioactifs par le calcium, par le potassium, mais la Terre est fondamentalement radioactive, c'est grâce à ça. Or, il y a des endroits sur Terre où on a accès au manteau. On pourrait très bien, si on le souhaitait, renvoyer nos déchets dans le manteau terrestre. Le manteau, il s'en foutrait complètement parce qu'il les a déjà et beaucoup plus. Vous imaginez dire une idée comme ça sur les ondes publiques, on se fait flinguer. Donc, l'omerta dont tu parlais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut affronter des réalités. C'est vrai qu'il y a des réalités à affronter, que fabriquer de l'énergie pose problème. Mais si on les affronte raisonnablement, tranquillement, sans omerta, on trouvera des solutions qui permettront à l'humanité de terminer ce siècle. Et puis il y a ces petits zincs, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les drones. Oui. On attend, enfin, ce que disent les écolos, c'est que n'importe qui va pouvoir envoyer un petit machin comme ça sur une centrale nucléaire. Oui, bien sûr, mais bon, ça dépasse... C'est pas un problème de climat. Actuellement, si tu veux foutre en l'air le TGV, c'est pas très compliqué. Avec quelques nanogrammes de plutonium qui se trouvent, tu vas au sommet de la Tour Eiffel, il n'y a plus de Parisiens. Tu ne lutteras pas contre le terrorisme, ce terrorisme-là, en mettant des policiers à toutes les gares, en mettant ça. Il faut créer un climat politique qui fait que la question ne se pose pas d'avoir cela. Si tu ne crées pas ça, tu ne seras jamais à l'écart de cela. Tu ne peux pas te protéger contre des gens qui vont un jour mettre du plutonium au sommet de la Tour Eiffel. Tu ne peux pas le contrôler, c'est 10 microgrammes. Qu'est-ce que tu fais? Il faut créer les conditions politiques qui fait que par la coopération entre les peuples, la question du sous-développement se réglera et ne se posera plus les questions qu'on a maintenant. Et si on inverse les choses, en disant il faut empêcher les drones. Bien sûr que si on peut empêcher les drones, très bien, mais c'est pas le drone là-dessus qui pose problème. C'est pas les drones, c'est pas un drone qui est rentré en 2001, le 11 septembre 2001 contre des tours. Si tu veux empêcher les gens de foutre en l'air des sociétés, des villes, etc., c'est par la politique et le climat politique que tu y arriveras, c'est pas par des mesures policières. Je termine juste un point là-dessus parce que c'est vrai que ça me relance un peu là-dessus. Aux dernières élections européennes, qui ne sont pas si vieilles que ça, moi j'étais effaré de quelque chose, et j'aurais aimé d'ailleurs qu'on en parle plus éventuellement dans la fête, mais peut-être celle d'avant, bon, ça sera pour celle d'après. Pratiquement tous les candidats ont dit il faut une défense européenne. L'Europe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut beaucoup de choses, dont une défense européenne. Pourquoi? Parce qu'il y a Trump d'un côté, et puis il y a Poutine et la Chine de l'autre. Moi ça me fait bondir ce truc-là. Penser qu'on va régler les enjeux de ce siècle par la force, et qu'on va gagner par la force contre la Chine, mais c'est une aberration. Surtout que dans les 26 pays qui restent dans l'Union européenne, il n'y en a qu'un qui est nucléaire, c'est nous. On va donner notre arme nucléaire à Orban, aux Polonais, etc. Ça n'a pas de sens. Et c'est pas par la force qu'on va gagner, c'est par la coopération. On gagnera si on est capable d'inventer des relations entre les gens, comme je disais tout à l'heure pour le terrorisme, qui fait que la question ne se posera pas de l'invasion, etc. Et donc, je ne comprends pas en particulier pourquoi Yann Brossat et autres, bon, on ne leur a jamais mis sur ce terrain-là, donc je ne sais pas ce qu'ils pensent, à vrai dire, là-dessus, moi je ne le connais pas. Mais je ne comprends pas qu'on ne mette pas plus haut ce drapeau de dire il faut qu'on arrête avec cette idée que les grands conflits de ce siècle, on va les régler par la force, et si on est nombreux, on sera plus fort. C'est faux. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble.
Et une des chances de l'astrophysique, dans le domaine dans lequel je suis, c'est que comme il n'y a pas de recherche de profit immédiat, il y en a toujours un peu, mais pas immédiat, on va dire, on peut initier des coopérations très efficaces. Et actuellement, moi j'ai monté pas mal de coopérations aussi bien avec le Japon qu'avec la Chine, et c'est extraordinaire, parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là qu'on travaille avec des gens sans recherche du profit, sans recherche de conquérir le monde, etc. Parce que les gens avec qui vous bossez, ils n'ont pas envie ils ne sont pas impérialistes, ils veulent travailler, comprendre mieux comment ça fonctionne, pourquoi la Terre est devenue la Terre, comment on règle le problème du climat, etc. On peut faire ça. Et la science et l'astrophysique démontrent qu'on peut avoir des relations autres que des relations conflictuelles liées à la recherche du profit immédiat, qui est la manière dont actuellement les relations internationales se fondent chez nous. Donc l'ennemi à abattre, c'est le capitalisme. Oui, bien sûr, à abattre, c'est une autre affaire, mais bien sûr que ce qui est à la base du problème climatique, c'est les rapports de production capitalistes qui ont été fomentés depuis 2 siècles. Et comme on n'a pas le recul pour en prendre la mesure, on continue comme si. C'est toujours un truc qui m'affole quelque part, c'est que pendant 2 siècles, on vendait des gens, quand même. L'esclavage, ça existait, jusqu'à il y a peu de temps. Le colonialisme. Quels sont les grands intellectuels de cette époque-là, qui sont pourtant des grands intellectuels, qui ont lutté contre, qui ont élevé le petit doigt? Il y a quelqu'un de célèbre qui a dit que les idées dominantes sont ceux de la classe dominante. On est exactement la même chose maintenant. On croit qu'il y a des lois de la nature, qu'il y a des lois de ceci, la loi du profit, le marché, etc. C'est des lois. Non, ce n'est pas des lois. Ce sont des réalités historiques construites au cours du temps, sur entre autres la manière dont nos pays, parce que c'est bien de nos pays qu'il s'agit et non pas de l'humanité en tant que telle, ont construit leur richesse, donc celle dont on bénéficie aujourd'hui. Mais il faut qu'on bénéficie de cette richesse, non pas en culpabilisant les gens d'en faire trop. C'est pas parce que vous éteignez votre lampe le soir ou vous faites du tri que ça va aider les peuples du tiers-monde. C'est compliqué cette question-là. Moi je suis pas pour le gâchis, bien sûr. Il faut lutter contre le gaspillage, c'est idiot de gaspiller. Mais d'un autre côté, et c'est un peu dur à dire, moi je peux le dire mais d'autres ne pourront pas, même si on ne luttait pas contre le gaspillage, ou même si on luttait à fond contre le gaspillage, il n'y aura pas un meilleur gâteau avant. Non, il faut développer beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec notre gaspillage. Et donc, il faut prendre la mesure des enjeux. L'enjeu est énorme, il faut se développer, il faut aider les gens à se développer. Quand je vous disais, la moitié des gens qui n'ont pas d'électricité, ce n'est pas une petite affaire. Ça se fait par des rapports différents, qui sont des rapports de coopération, pas des rapports de domination. Plein de gens sont ouverts à ça, et de plus en plus, on le voit en Asie, mais en Asie qui se rapproche de plus en plus de nous, que les gens sont ouverts à de nouveaux modes de penser les relations entre les gens. Et le climat est à la fois une conséquence et un outil pour aller vers là. Si on ne fait pas attention, le climat va nous rattraper trop vite, et si on n'y est pas préparé, ça va être une catastrophe. Mais si on s'y prépare, on prépare à bien mieux que régler le problème climatique, on va se préparer à de nouvelles relations entre les gens, entre les peuples, entre les nations, qui j'espère vont changer un petit peu de concept eux-mêmes, qui sont extrêmement bénéfiques. Et c'est à ce prix que l'humanité sera encore là, et quand on se reverra dans 50 ans à la tête de l'humain, je pense qu'on se dira, on a gagné là-dessus. Et le climat est partie intégrante de ce développement-là. C'est ça qui est le plus important. Le climat est le moyen de comprendre qu'il faut changer fondamentalement les rapports de production et la relation entre les gens. C'est ça l'idée. Oui, je dois reconnaître que tu es plutôt convaincant, même si tu risques de me brouiller complètement avec les verts. Je veux dire un exemple pour vous montrer comment à la fois on peut faire peur et qu'il y a des solutions. Vous savez que les climats dont on bénéficie en France, c'est ce qu'on appelle le climat tempéré que tous les profs de géographie ont enseigné et dont on bénéficie tous les ans. Le climat tempéré est absolument incroyable, il est unique sur cette planète. On le doit au fait que l'Arctique, les glaces arctiques fondant, vont fabriquer un courant chaud en passant près au large des côtes de l'Amérique latine et remonte, et ça se rappelle le Gulf Stream chez nous. Le Gulf Stream actuellement, il est fondamental pour nous. Or, l'Arctique a fondu de 40% depuis que maintenant on sait le mesurer, c'est-à-dire en quelques dizaines d'années. Les glaces arctiques ont... Est-ce que ça va ou pas modifier le tracé du Gulf Stream? On ne connaît pas la réponse. Il y a une chose qui me frappe, c'est que chaque fois que le GIEC a fait des prévisions, il y a toujours une barre d'erreur, il y a l'optimiste et le pessimiste, et quand ils refont un peu après, on s'aperçoit qu'on est toujours plus mal que le plus pessimiste qu'ils avaient parce qu'ils ont oublié des facteurs, parce qu'on ne pouvait pas les prendre en compte. La question de savoir si le Gulf Stream va commencer à changer ou pas, c'est une question absolument fondamentale, parce que le jour où il commence à faiblir, à La Baule il fait -40, la même température que Montréal qui est à la même latitude.
Moins 40 à la Baule, on ne sait pas faire. Nous, à moins 7, le diesel, machin. Et si on veut faire des travaux publics, il faut plus de 10 ans pour engager les choses. Il aurait fallu déjà les commencer. C'est une question complètement dingue. On veut ne pas voir les choses. On se dit, mais non, il y aura toujours du courant dans la prise, etc. Le dérèglement, à partir du moment où il commence à se voir, il est, comme on dit, non linéaire, ça s'accélère extrêmement vite. Eh bien voilà quelque chose typiquement auquel il faut que les gens s'habituent, non pas avec l'idée que ça risque d'être terrible, mais que si on ne prend pas des mesures maintenant, qui à nouveau sont des mesures politiques et pas techniques, eh bien on peut aller vers des catastrophes à l'échelle de 15-20 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions? On a 5 minutes. Quelqu'un peut passer le micro? On va prendre 2-3 questions, pas plus. Hein. La question est très simple. Qu'est-ce que tu penses de la géothermie? Tu n'en as pas parlé. J'aurais dû dire qu'évidemment, ça marche, ouais. Toutes les sources d'énergie sont utilisables et à utiliser. On ne va pas mettre les centrales nucléaires au Sahel, mais on ne va pas faire du soleil au nord de la Norvège. Donc il faut évidemment choisir les endroits où on fait. La géothermie provient du fait que l'intérieur de la Terre est plus chaud que la surface, et donc à quelques dizaines de mètres, quelquefois, ou centaines de mètres sous la Terre, sous la surface, il y a de l'eau chaude. Et donc on peut récupérer cette eau chaude. Ne pas le faire est stupide. Donc évidemment, c'est bon de récupérer partout de l'énergie du sous-sol. En revanche, et il faut faire toujours attention quand on manipule ce genre de choses, la géothermie, c'est la récupération de toute l'énergie fabriquée par l'activité terrestre qui se monte comme ça vers la surface. Je vous ai dit tout à l'heure que l'activité humaine a besoin d'une quantité d'énergie équivalente à tout ce que la Terre fabrique. En d'autres termes, si on voulait utiliser que de la géothermie, ce n'est pas la question, il faudrait récupérer toute la géothermie terrestre. Ça vous donne à la fois les possibilités et les limites de la géothermie. Mais c'est la même chose pour le vent, c'est la même chose, etc. Aucune source d'énergie par elle-même n'est suffisante, c'est le mix qui permet. Quand vous êtes à Montargis et qu'il y a de l'eau chaude à très basse altitude, c'est idiot de ne pas la récupérer, bien sûr. Mais il ne faut pas penser qu'en faisant ça, ça règle le problème global et qu'on peut faire l'économie de réfléchir globalement à comment faire pour que le sous-développement cesse. D'autres questions? Le solaire, par exemple, nécessite aussi ce qu'on appelle les terres rares. Alors c'est une autre question, c'est que la manière de transformer l'énergie solaire en électricité, en les convertissant avec des panneaux solaires, ben, il y a des techniques derrière. La technique utilise des métaux et des matériaux qui sont aussi très rares sur cette planète. Il se trouve d'ailleurs que certains d'entre eux, dans tous ceux que vous avez dans votre téléphone, pour plus de 90%, proviennent de mines qui ont été exploitées en Chine et pas ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, c'est que la manière de le faire est telle que c'est souvent très difficile et dur et sale, qu'on utilise le fait que les Chinois l'extraient et on les achète chez eux. Bien sûr, ça leur donne une puissance potentielle qui va être très efficace dans les années qui viennent. Et tout ce que vous avez vu avec Huawei et la 5G est complètement lié à ça. Je prends encore 2 questions. Bonjour. Je partage complètement ce qui est dit sur le développement humain avec des énergies. Je suis là. Je disais, je partage complètement les conclusions sur le développement humain avec de l'énergie décarbonée. Par contre, j'ai une critique, enfin en tout cas une question sur l'aspect effondrement. Parce que pour moi, c'est pas ce que dit le GIEC. Enfin, il dit, et des choses effectivement très importantes dans le rapport français, les changements climatiques vont amplifier les risques existants et engendrer de nouveaux, pour les systèmes naturels et humains, ces risques qui ne sont pas répartis uniformément, sont généralement plus grands pour les populations et communautés défavorisées de tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Je cite ça parce qu'il y a quand même aujourd'hui un débat. Le dérèglement climatique va avoir des conséquences dramatiques pour plein de populations et c'est un problème sérieux. Dire on va avoir la fin de l'humanité, c'est une autre question. Moi, j'ai vu qu'une seule étude australienne, je ne sais pas ce qu'elle vaut, étude de Pirka, qui est très discutable, qui parle d'emballement à partir de 9 degrés. Bon, voilà, donc j'ai une problématique sur cette question de l'emballement. Très rapidement donc. Évidemment, je suis d'accord avec cette formulation.
et avec l'idée que dans les années qui viennent maintenant, c'est-à-dire ce qu'on est en train de mettre en place, va essentiellement impacter des populations les unes plus que les autres, et il se trouve que c'est bien sûr les populations les plus défavorisées. On pense par rapport à l'augmentation du niveau de mer à cause de la dilatation des océans à 350 millions d'habitants qui sont essentiellement dans le sud-est asiatique. Donc bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'est un problème global. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça, c'est dans les 10, 15, 20, 30 ans qui arrivent. Si on maintient la même courbe de développement malgré tout, le problème, par-delà les questions de ceux qui vont les premiers être visés, ce dont on parle à juste titre dans le GIEC, eh bien, c'est un problème global pour l'humanité. C'est-à-dire que si effectivement il y a un emballement de la température qui est extrêmement difficile à prévoir, est-ce que ça sera 4 degrés, 6 degrés ou 8 degrés? Ce qu'on sait, c'est que les glaciations, c'est 4 à 5 degrés. Il y a 12 000 ans, la température était 5 degrés inférieure et le Sahara était ouvert, on allait à pied en Angleterre parce que c'était gelé. 5 degrés, c'est énorme comme effet. Si on a 5 degrés à l'échelle de ce siècle, les conséquences globales, qui sont très difficiles d'ailleurs, risquent d'être énormes parce qu'il n'y aura pas eu d'adaptation avant. Donc je suis d'accord qu'il faut peut-être séparer les deux constantes de temps, ce qui se passe à l'échelle des années qui viennent, en disant attention, en particulier on le dit à propos des affaires migratoires, la migration des prochaines années, elle va être imposée entre autres par ce changement-là, parce qu'on va avoir des millions de gens qui vont arriver. Et je suis d'accord que le jour où on aura au moins 10 000 personnes en rade de Toulon tous les jours qui arrivent, on ne va pas leur tirer dessus. Et que personne ne peut prendre ce problème à bras le corps. Dernière question, Jean-Pierre. Oui, ça rejoint un peu la question sur l'effondrement. Donc vous avez donné 2 chiffres jusqu'à présent. Grosso modo, un effondrement d'ici 15-30 ans. Et vous parliez de réussir à adopter la fusion d'ici 60 ans. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait entre les deux? C'est ce que j'espérais qu'on ait débattu là, mais apparemment pas bien. Il faut faire un mix énergétique avec tous les moyens que la physique nous offre actuellement et qui va dépendre de l'endroit. Quand en Chine, ils veulent faire un barrage, le fameux des 3 vallées, qui leur donne 15% de leur énergie, il faut leur dire bravo, il ne faut pas leur dire c'est affreux. Quand au Sahel, on envisage d'aider à implanter des centrales électriques sur la base de panneaux solaires, très bien, il faut les aider à faire parce qu'eux ne les ont pas. Mais il ne faut pas faire ce que Siemens propose. Vous savez que Siemens avait un projet qui récupère toute la bande équatoriale de l'Afrique. Il faut toute la bande équatoriale, c'est-à-dire une grande fraction de l'Afrique. Avec ça, vous nourrissez énergétiquement toute l'Europe à une condition, c'est qu'il n'y a pas un seul kilowattheure qui reste en Afrique. Donc il faut effectivement doser les choses. Dans les 50 ans, le message c'était qu'on ne va pas inventer quelque chose de nouveau, une physique nouvelle ou n'importe quoi dans les 50 ans. Il faut faire avec les gens qu'on connaît, la physique qu'on connaît, les rendements qu'on connaît. Or, on connaît le rendement du solaire, on connaît le rendement de l'hydraulique, et quand on fait tout ça, en prenant réellement tout ça, on arrive à l'idée, en tout cas c'est la mienne, que les gens qui ont la capacité technique et politique de développer de la fission nucléaire saine, il faut les aider à le faire, et il faut qu'on le fasse. Et je suis convaincu que dans quelques années, si on se revoit à la fin dans quelques années, on va s'apercevoir qu'il y a un changement fort de la mentalité par rapport au nucléaire, parce que l'omerta dont parlait Marcel tout à l'heure, il faudra bien la casser un jour. Et je vous disais en terminant tout à l'heure, le jour où le Gulf Stream va partir et que ça va être un dérèglement que personne ne pourra bloquer et freiner, les gens vont reprocher à juste titre et en vouloir beaucoup aux gens qui leur ont fait perdre 10 ans. Et je pense qu'on est en train de perdre tous les ans une année de plus sur les 10 ans qu'il faudrait pour mettre à plat la 4e et 5e génération de fission nucléaire. Bon, c'est relativement rassurant, mais ça craint quand même beaucoup. Vous aviez entendu parler du climat de cette manière-là? Je suis pas sûr, moi. Un grand merci au réalisateur Marcel Tria, qui est là tous les ans, c'est un grand ami de l'humanité. Un triomphe pour Jean-Pierre Vibring. On prend date, hein, Jean-Pierre. Hein. L'année prochaine, tu reviens. Obligatoire. Dans un instant, les pinsons Charlot, évidemment.